présente ça d'une manière publicitaire, d'ailleurs que ce soit au Maroc ou même ici en France, qui donne une sorte de vitrine au Maroc comme étant un pays qui bouge, mais qui en fait on ne sait pas à qui réellement tout cela profite, si ce n'est aux riches. Et puis pire que cela, les changements dans les mentalités qui devraient s'opérer, et puis des plans d'avenir et du futur pour préparer la jeunesse ne sont pas mis en place, parce qu'on face à cette machine qui détruit finalement, qui détruit tout cet esprit critique qu'on a à un moment donné dans sa vie quand on est jeune. Et puis, face à ça, il faut bien faire quelque chose. Et je pense que on en a marre, voilà. On a compris qu'il faut qu'on n'ait plus peur, que ce n'est pas le pouvoir qui va changer quelque chose au Maroc, dans l'état d'esprit du Maroc, que ce n'est pas l'élite économique non plus, ce ne sont pas nos parents. Donc il faut juste peut-être enlever peut-être tous les vêtements et aller vers une nudité totale de nous-mêmes, de notre corps et de notre identité qu'il faudra de plus en plus interroger. Et je pense que ça, une partie de la jeunesse marocaine aujourd'hui l'a compris, que cette peur installée en nous depuis des années et des années, ces ressorts sont encore là, on les voit, il faut les dépasser malgré tout. Je pense que les livres, que la littérature, que dire ce qu'on est, dire un jeu, J-E, dire une intériorité qui à la fois existe et qui officiellement n'existe pas, est quelque chose de nécessaire aujourd'hui, à la fois pour le Maroc et surtout pour les générations qui vont venir. Alors votre livre, Abdelataya, s'ouvre par un dialogue avec une jeune femme, un dialogue imaginaire, puisque cette jeune femme, manifestement, vous l'avez réellement connue, mais vous l'avez perdue de vue, qui s'appelle Souad. Oui. Vous étiez très amis tous les deux. Elle avait un père qui admirait beaucoup Ben Barka, le célèbre opposant qui fut assassiné par les Français. Et cette admiration... Et les Marocains, absolument. Collusion des basses polices, si j'ose dire, pour assassiner ce fier résistant indépendant. Et on a l'impression que vous, malgré votre jeune âge, eh bien, vous êtes comme le père de Souad, c'est-à-dire que vous communiez aussi et encore dans l'admiration de Ben Barka. Peut-être c'est ça la force des livres, c'est quand on écrit et que cette parole atteint un certain public et puis qu'on a des retours, on se sent investi de mission, on comprend que ce qu'on écrit a un certain pouvoir. Donc ça nous donne plus de légitimité pour dire des choses et pour fouiller encore plus dans l'identité et dans l'histoire. Et moi, je me rends compte que l'homme le plus grand de l'histoire marocaine au XXe siècle, c'est bien Mehdi Ben Barka. Or, non seulement il a été assassiné, mais il n'a même pas de tombe. On n'a pas retrouvé son cadavre. Il n'a toujours pas de tombe parce qu'on n'a toujours pas retrouvé son corps, donc il ne peut pas avoir de sépulture. Il y a toujours une opacité sur qui l'a tué, où il a été tué, etc. Vous vous rendez compte aujourd'hui? Et donc, il n'y a pas de mémoire possible pour les générations marocaines, celles d'aujourd'hui et celles qui vont venir. Donc je me rends compte que Mehdi Ben Barka est presque en train de s'évaporer, alors qu'il a porté quand même un rêve très beau, très fort, à la fois dans le Maroc et dans le monde, pour les Marocains, pour les classes populaires. Et cet homme-là, je dirais, n'est pas célébré comme il devrait l'être, n'est pas aimé comme il devrait l'être. En tout cas, il reste dans nos mémoires. Je ne sais pas s'il figure dans les livres d'histoire marocains, mais dans les livres d'histoire français, il est bel et bien là. On se souvient, hélas, qu'il fut kidnappé et qu'il a été abusé par sa confiance en sortant d'un célèbre restaurant parisien à Saint-Germain-des-Prés et que depuis, on n'a plus de ses nouvelles. Mais cette tentative, effectivement, d'oublier dans votre pays, le Maroc, tous ceux qui ont essayé de résister dans la société civile pour apporter un peu plus de démocratie, est quelque chose manifestement qui devient banal. C'est-à-dire que l'oubli de tous les héros, de tous ceux qui auraient pu faire un Maroc plus démocratique,
peut-être contribue-t-il au silence du peuple marocain. C'est ce qu'on comprend en tout cas en vous lisant Abdellah Taïab. Oui, c'est ce silence-là qui nous étouffe, parce que on n'arrête pas de nous parler de la beauté des Marocains, leurs traditions, les paysages sublimes au Maroc, tout ça. C'est vrai d'ailleurs, c'est vrai. Tout ça, c'est peut-être vrai, mais je vous assure, tout ça est répété à longueur de journée et d'années, et au bout d'un certain temps, on ne fait plus attention à ça, parce que le Maroc n'est pas une usine à touristes. Le Maroc, je veux dire, il y a eu un esprit de rébellion, il y a eu un esprit de résistance, et aujourd'hui, on a presque convaincu les Marocains que cet esprit-là n'a jamais existé au Maroc. Or, il a existé bien avant la colonisation française, puisque le Maroc était divisé en deux parties. Il y avait les régions dirigées par le pouvoir, qu'on appelait Bled Marzen, et puis il y a toutes ces régions qui n'étaient pas, où il y avait les rebelles, qui attaquaient en permanence le pouvoir et qu'on appelait Bled Siba. Donc, cette idée de résistance et de rébellion est inscrite dans la mémoire des Marocains depuis des siècles et des siècles. Sauf que depuis une cinquantaine d'années, on a presque tout fait pour faire oublier aux Marocains cette résistance. Parce que je ne pense pas qu'un pouvoir qui domine à ce point-là, ça soit tout à son honneur qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir. Ici, je pense, le but des intellectuels marocains, des intellectuels en général, que de rappeler ce passé-là et de l'analyser en regardant ce qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. Or, non seulement les intellectuels marocains se taisent eux aussi. Mais vous êtes déçus par la presse d'opposition aussi. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que, ça, il faudra quand même le reconnaître, c'est que depuis 10 ans, il y a cette presse indépendante qui est vraiment courageuse et qui fait des choses et qui mène ce combat dont je suis en train de parler. Donc Oui, mais elle ne peut qu'interpeller, elle ne peut pas agir. Et c'est ça le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces débats qui tournent en rond, si je peux dire, sans qu'il y ait de réels changements en termes de loi, en termes de bénéfices économiques pour la population, tout ça pose problème. Et je pense que pour moi, avec la petite notoriété que j'ai maintenant et la petite légitimité que me donne le fait d'être publié ici en France et ailleurs dans le monde, ça me donne des devoirs. Je crois que c'est Jean-Luc Godard qui a dit une fois que l'artiste n'a pas de droits, il n'a que des devoirs, n'est-ce pas? Donc, je l'avais lu cette phrase il y a longtemps et maintenant je la comprends parfaitement. Dans le sens, je comprends qu'une fois qu'on est publié et qu'on a cette chance-là d'être diffusé, c'est déjà un énorme privilège et une chance. Donc il faut rendre tout cela à ceux qui ne peuvent pas parler. Il faut questionner, interroger et donner un exemple, si je peux dire. Vous avez évoqué l'islamisme tout à l'heure, avec ce double attentat de ses frères de 20 ans. Effectivement, il y a eu plusieurs attentats au Maroc et on s'est inquiété de la légitimité, de la représentativité d'Al-Qaïda dans votre pays. Est-ce que vous sentez qu'il y a une montée de l'islamisme et un encerclement des forces les plus terroristes de cet islamisme au Maroc en ce moment? En tout cas, ce qu'on